Restez avec nous sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Nous allons maintenant, pendant une émission d'1 heure, le grand débat du doc, parler avec vous, vous expliquer quels sont les risques industriels majeurs dans cette grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Peut-être vous êtes-vous déjà posé la question de savoir quel est le danger éventuel qui se repose sur, par exemple, les usines qui sont proches de chez nous, ou évidemment les centrales nucléaires, ou d'autres choses. On va essayer de vous expliquer tout ça avec nos invités qui sont là ce soir pour nous éclairer sur ce sujet et que je vais vous présenter tout de suite. À ma droite, tout d'abord, Yannick Mathieu, bienvenue. Vous êtes là pour la DREAL, on va expliquer à chaque fois à quoi correspondent les entreprises ou les organismes pour lesquels vous êtes présents. Donc pour la DREAL, bienvenue. En face de vous, Patrick Royanet, bienvenue. Vous faites partie de la FRAPNA, une association qui scrute l'environnement, on va dire ça comme ça pour l'instant. Juste en face de vous, Olivier Véret, bienvenue à vous. Vous faites partie de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire. Vous êtes le gendarme du nucléaire, on va le dire comme ça aussi pour l'instant et on expliquera un peu plus. Bertrand Nouvelot, bienvenue. Vous faites partie d'une association très connue qui s'appelle Greenpeace, qui surveille aussi de près tout ce qui touche à l'environnement et éventuellement à la pollution, et ça nous servira. Et puis Éric Pluche est avec nous, je le remercie aussi, et qui fait partie de l'entreprise Orano, qu'on connaît moins, qu'on connaissait mieux quand elle s'appelait Areva. Le nom a changé, c'est comme ça. On évolue. Voilà. Et vous, alors je vais le dire tout de suite, vous principalement dans la région, vous êtes concerné par l'environnement de la centrale Tricastin, puisque vous ne faites pas du nucléaire, mais vous avez des activités autour et, pour dire les choses simplement, vous enrichissez l'uranium. Tout à fait. Sert à la centrale, je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Alors, je suis en charge de la sûreté et de la sécurité sur le site Orano du Tricastin. Donc c'est un site de 2500 personnes. Ce n'est pas une centrale nucléaire. C'est un site industriel dont la vocation est de transformer l'uranium naturel qui vient des mines sous une forme qui ensuite permet la fabrication d'un combustible nucléaire qui ira dans les centrales. Voilà, donc, nous ne sommes pas une centrale. Donc il y a quand même des activités industrielles assez importantes et c'est fait partie des zones dont on va parler, à danger potentiel. Donc c'est pour ça que vous êtes là, pour nous expliquer comment vous gérez cette sûreté, cette sécurité. On va définir tout ça. Alors je précise deux choses. D'abord, il n'y a que des hommes sur ce plateau. On sort de la semaine du droit de la femme. C'est pas de notre fait. On essaye toujours d'équilibrer les choses. Ça a été très difficile. Ce soir, c'est donc on n'est que des hommes. Deuxième chose, je tiens à le préciser, EDF a rigoureusement refusé de participer à cette émission. EDF, qui exploite les centrales nucléaires dans la région, qui nous a dit simplement non, sans nous expliquer même pourquoi. Donc on le regrette parce qu'on aurait bien aimé savoir un petit peu comment EDF aussi participe à la prévention dont on va parler. Alors, les accidents industriels majeurs, on y pense sans y penser. En fait, ça peut arriver à tout moment, et c'est déjà arrivé. Regardez, en 1966. Le jour se lève à peine en ce premier mardi de 1966. Sur le site pétrolier, un agent effectue une erreur de manipulation sur une sphère de stockage de propane. Impossible de refermer les vannes, le gaz s'échappe formant une nappe de quelques 40 000 mètres cubes. L'autoroute A7 est fermée à la circulation, mais à 7h15, un jeune salarié au volant de sa voiture ne voit pas les barrages de sécurité. Il cale dans le nuage de gaz qui s'enflamme brutalement. Les sapeurs-pompiers arrivent alors de Vienne, de Lyon, pour tenter d'éteindre l'incendie et refroidir les sphères de gaz. 1 heure d'effort, quand soudain, sous l'effet de la chaleur, la sphère 443 explose, formant une boule de feu meurtrière qui monte jusqu'à 400 mètres de haut dans le ciel. C'est la réaction en chaîne. Les flammes gagnent l'ensemble du site. Le bilan est tragique. 11 pompiers, 7 salariés sont morts. Plus de 90 personnes ont été blessées. Voilà, donc c'était en 1966, un rappel signé Valérie Benet. Alors évidemment, à l'époque, il n'y avait pas les plans de prévention que l'on connaît aujourd'hui et que l'on va vous expliquer. Et effectivement, ça rappelle à certains des souvenirs douloureux. Alors ces zones, on va essayer d'abord de définir, parce qu'on ne sait pas forcément, on connaît bien les centrales nucléaires parce qu'elles sont très visibles, mais pas forcément les autres sites. Et il n'y a pas que des sites d'ailleurs. Regardez cette carte en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous voyez les zones en gris, pour faire simple, hein, on a vraiment résumé par cette carte, elle est très très précise. Mais en fait, elle montre où se situent les 122 établissements considérés comme à risque majeur. Et on voit bien qu'effectivement, ils sont très installés sur l'axe rhodanien, essentiellement au centre de la région, un peu vers Grenoble aussi. L'Auvergne est plus épargnée, et le Cantal complètement. Il n'y a pas de site dans le Cantal, c'est remarquable. Et d'ailleurs, la campagne d'information qui est en route et dont on va parler ne concerne pas les habitants du Cantal bizarrement. Et alors, sur ces sites que vous avez vus, évidemment, il y a 4 centrales, je le disais, que vous connaissez bien. Regardez où elles sont situées. C'est un peu la même chose d'ailleurs géographiquement. Elles sont à peu près sur le même axe. Vous voyez les 4 centrales nucléaires exploitées, donc je le redis, par EDF, hein, et que surveille l'autorité de sûreté nucléaire, on va y venir, qui se trouvent à cet endroit et qui sont sans doute les expressions les plus connues. Alors avec nous, Monsieur Mathieu, qui fait partie de la DREAL. Vous nous dites en gros ce que c'est que la DREAL ?
Donc la DREAL, la Direction régionale de l'environnement et de l'aménagement et du logement, donc c'est un service déconcentré des deux ministères qui sont le ministère de la transition écologique et solidaire et le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. On est placé, bien entendu, sous l'autorité du préfet de région. J'allais dire, vous représentez un petit peu la préfecture quelque part, et vous participez activement à tout ce qui est prévention. Voilà pour la DREAL. Il n'y a pas que des sites comme ça qui sont à risque, on l'oublie, mais vous l'expliquez très bien dans cette petite lettre que vous envoyez, et puis vous avez aussi un site internet, je le citerai tout à l'heure, ça vous envoyez ça aux habitants concernés, dedans il y a beaucoup d'informations, on va y venir pour la prévention, et puis sur le site internet qui s'appelle lesbonsreflexes.com, vous expliquez qu'il n'y a pas que ces sites-là, on n'y pense pas forcément, regardez, tout ce qui concerne éventuellement les risques industriels, ce sont donc évidemment les sites industriels, mais aussi, on le voit, alors les établissements Seveso, vous allez nous expliquer ce que c'est dans un instant. Moi, je ne le savais pas, mais il y a des stockages souterrains de gaz dans notre région. Il y a donc des sites nucléaires, vous l'avez compris, dont 4 centrales, des infrastructures de transport aussi, qui sont particulièrement potentiellement dangereuses, et puis aussi des laboratoires. C'est vrai que, par exemple, on n'y pense pas, mais il y a des produits radioactifs dans les laboratoires. Non, pas radioactifs. Les laboratoires dont on parle sont les laboratoires qui manipulent des risques pathogènes, en fait, qui représentent des risques pathogènes. Donc on parle dans notre jargon de laboratoire P4 ou P3, c'est-à-dire par rapport à l'intensité du risque, le 4 étant le niveau le plus élevé. Et donc effectivement, on a intégré dans ces campagnes quinquennales d'information sur les risques industriels majeurs les 6 laboratoires qui sont identifiés dans les plaquettes, parce qu'en fait, nous avons, dans le cadre de cette campagne d'information, nous avons diffusé une plaquette par bassin d'information et nous avons couvert la région Auvergne-Rhône-Alpes de 22 bassins de risque. Et quand on a analysé en fait le territoire, on s'est rendu compte que dans le Cantal, il n'y avait pas de site industriel de type Seveso. Donc voilà pourquoi le Cantal, effectivement, n'a pas fait l'objet d'une information de ce type. Mais il y a effectivement des risques industriels dans le Cantal, cependant, même si la carte est blanche pour... Ça reste très théorique, les distances ne sont pas forcément... Je sais que les associations disent souvent ça, c'est parce qu'on n'a pas un site près de chez soi, si je ne me trompe pas, que finalement, avec la distance, ça ne changerait pas grand-chose. Vous en pensez quoi, s'il se passait quelque chose? Mais bien entendu, parce que... à l'heure actuelle, le périmètre, par exemple, autour des centrales nucléaires est de 10 km. Il devrait déjà être de 20 km, mais périmètre de protection où l'on distribue, entre autres, tout ce qui est iode et tout ça, où on est censé avertir les gens le plus rapidement possible. Alors, quels sont ces risques? Il faut se poser la question, parce que voilà, il y a plein de questions comme ça qui viennent quand on a préparé cette émission, on s'en est rendu compte. Qu'est-ce qu'on risque, tout simplement? Et là aussi, vous l'expliquez, c'est assez transparent sur le site mis en place, notamment par la DREAL et par tout le monde, parce que vous participez tous à cette campagne d'information, je vais y venir. Regardez. Premier risque tout bête, c'est l'effet de suppression, c'est-à-dire une explosion du nombre de chocs, ça fait des lésions internes. Il y a des effets radiologiques. Alors là, on est vraiment dans les effets les plus graves, contamination et cancer, puisqu'on parlait de radioactivité. Et puis les autres risques, je ne sais pas si on les a déjà vus, voilà, effets thermiques, évidemment, des brûlures, et puis les effets toxiques, des asphyxies. Voilà. Donc tout ça, c'est potentiellement ce qui concerne un habitant sur 2 en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est à peu près ça. La campagne elle-même couvrait un peu moins de 3 millions d'habitants, donc on n'est pas tout à fait à la moitié. Mais encore une fois, la campagne sur les risques industriels majeurs concerne une centaine de sites Seveso, donc seuil haut. Comme vous l'avez dit, les 6 laboratoires parlés, 4 installations de transport de matières dangereuses et 8 sites liés à de l'électricité d'origine nucléaire. D'accord, 4 centrales et 4 autres. Juste une petite question qui mais il y a bien d'autres. Excusez-moi, c'est loin d'être la majorité des sites industriels qui sont soumis à autorisation en Auvergne-Rhône-Alpes. Puisque en Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons 3663 sites soumis à autorisation, ce qui représente à peu près un peu plus entre 13 et 13,5% du territoire national. Et alors que encore plus de dangers potentiels, vous voulez dire? Alors, que veut dire encore plus? C'est beaucoup plus de sites concernés sur l'ensemble du territoire. Auvergne-Rhône-Alpes est une région très industrielle. Donc, forcément, on a le risque attenant à cette activité importante. C'est très dilué aussi sur le territoire, alors que là, avec la campagne quinquennale, on a fait un focus sur les 122 majeurs. Les 122 majeurs, ça veut quand même dire des risques majeurs, parce qu'on a dans les 3600 mentionnés, on a des sites industriels qui, même si un risque se déclenchait à bord de type incendie, etc., et ça arrive mieux, malheureusement, la maîtrise est beaucoup plus rapide. Alors, et sur le site lui-même. Vous parlez de cette campagne quinquennale, donc venons-en à ce propos. Vous lancez tous les 5 ans, et ça je crois que c'est une originalité en Auvergne-Rhône-Alpes,
une campagne d'information, donc vous envoyez par exemple ce genre de courrier, et vous expliquez aux populations, avec la collaboration des industriels, si j'ai bien compris, et des associations, tout le monde se réunit autour de la table pour collaborer à ça, et vous faites une espèce de vraie campagne où on sait à quoi s'en tenir, on va dire ça comme ça, et notamment un clip, tout simplement, qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Vous allez voir, c'est très parlant. Regardez ce clip. Attention, les images qui suivent risquent de toucher votre sensibilité. Non, pas celle-ci, celle-là. En Auvergne-Rhône-Alpes, près d'un habitant sur 2 est concerné par les risques industriels majeurs. Ça peut être vous. Dans ce cas, mieux vaut connaître les 4 bons réflexes. Dès que vous entendez la sirène d'alerte, mettez-vous à l'abri dans le bâtiment le plus proche. Écoutez la radio sur France Info, France Inter ou France Bleu. Ne téléphonez pas pour ne pas surcharger les réseaux utiles au secours. N'allez pas chercher les enfants à l'école. Ils sont en sécurité. Et patientez calmement jusqu'à la fin de l'alerte. Pour connaître les bons réflexes, rendez-vous sur lesbonsréflexes.com. Voilà, alors effectivement c'est bien fait, c'est diffusé sur les réseaux sociaux, mais alors je vais vous dire un truc, moi j'avais jamais entendu parler de ça. Des 3 sirènes par exemple, je ne savais pas, et puis ça je ne l'ai pas reçu. Donc est-ce que, peut-être poser la question à nos gars, est-ce que c'est suffisant cette campagne ou est-ce qu'on pourrait l'améliorer déjà? C'est bien la problématique sur l'ensemble des risques concernés, c'est que la population en général n'est pas suffisamment informée, il n'y a pas de débat public profond. Et on a besoin de ce débat public. Donc les gens, on le voit bien, quelques réunions se font de temps en temps au niveau, par exemple, du nucléaire ou pour un autre risque, mais c'est limité. D'autant qu'à l'heure actuelle, il existait les enquêtes publiques. Elles existent heureusement toujours à l'heure actuelle. Ces enquêtes publiques, on est en train de préconiser peut-être de les supprimer pour les remplacer par une démarche sur Internet. Donc on supprimerait les commissaires enquêteurs. On va vraiment pas dans le sens de l'information du public. Mais vous, au départ, cette campagne, vous la fabriquez ensemble? Vous êtes là, les associations? Vous êtes là ou pas? Pas du tout. Pas du tout présent? Pas du tout. Vous n'êtes pas dans la prévention, ne participez pas à la prévention? Ils ne sont pas des relais de votre travail? Alors, nous devrions. Avec la loi d'Aarhus, nous devrions. Mais en réalité, nous ne sommes pas du tout concernés. Pourquoi les associations ne sont pas impliquées, tout simplement? Donc cette campagne, comme vous l'avez dit, est une campagne unique en France, en fait, puisque on est parti aussi d'Aarhus, donc livre premier du Code de l'environnement, mais on est également parti du livre 5, donc dédié aux installations classées, qui définit des obligations d'information des populations. Au départ, c'était que Rhône-Alpes, hein, le précédent plan, c'était que Rhône-Alpes. Rhône-Alpes et en plus Auvergne-Rhône-Alpes. Ce que l'on veut dire... Je repose ma question, les associations pourraient être un très bon relais de... Mais elles peuvent l'être, elles peuvent s'emparer sans aucun problème, bien sûr, et mais vous ne les invitez pas pour... formation. La question qui se pose, elle est la suivante, c'est qu'on a proposé, lors de la première campagne, donc à l'époque en Rhône-Alpes, aux industriels de manière à être le plus efficace possible en termes d'information, de connaissances vis-à-vis des citoyens et des riverains, de regrouper des campagnes obligatoires réglementaire tous les 5 ans. Il nous est apparu assez vite que si chaque site industriel de la région, à l'époque Rhône-Alpes, faisait sa propre campagne quinquennale, décalée d'1 mois par rapport aux voisins, etc., et décalée d'1 an par rapport aux voisins. Au bout d'un moment, on arrive à une véritable cacophonie sur la région où les citoyens ne s'y retrouvent pas, n'ont pas, je dirais qu'en plus le poids de la campagne est voisine de 0. Donc le fait de se regrouper avec les industriels, donc à la fois État, agglomération concernée, donc Lyon-Grenoble et l'APORA qui est l'association donc qui regroupe les industriels donc de la région donc Auvergne-Rhône-Alpes, donc participe à cette campagne. Cette campagne au départ était basée effectivement sur la plaquette que l'on diffuse et pourtant Dieu sait que je tiens à remercier d'ailleurs les collectivités locales, les 410 collectivités qui sont impliquées dans la campagne et qui diffusent donc la plaquette avec effectivement des taux d'échec, hein, je dois bien sûr le reconnaître. Ce qu'on a fait aussi cette année, le clip en est un exemple, c'est qu'on a beaucoup investi non seulement l'internet mais les réseaux sociaux. Et on va de plus en plus travailler effectivement sur les réseaux sociaux parce que comme un certain nombre de niveau de pénétration finalement d'efforts de communication, on l'a bien compris, sur différents supports. Est-ce que la population, de votre côté, alors moi je voudrais faire remarquer une chose, est suffisamment informée avec ce plan? C'est que le risque nucléaire n'est pas intégré à cette information. On va venir au nucléaire, mais pourquoi il n'est pas du tout intégré? Il n'est pas intégré à cette démarche. Moi aujourd'hui j'ai reçu effectivement chez moi dans l'un les documents avec les petits magnets à mettre sur le frigo.
Par contre, on voit bien que dans la description qui est faite du risque, le nucléaire n'est pas cité. Alors, si je crois mes notes, c'était déjà le cas du plan précédent et ça avait déjà été dit. Hein. Pourquoi on considère que le nucléaire ne fait pas partie des risques majeurs? Il est identifié dans les plaquettes. Hein. Attention, l'information que l'on donne. Alors, ça a été un peu compliqué cette année, bien évidemment, parce qu'on était juste au moment où on passait du rayon de 10 km au rayon de 20 km. Donc, on a fait une information sur le rayon des 10 km, mais en mentionnant qu'aller venir, au moment où on lançait la campagne, c'était le rayon qui était, on va dire, valable, en mentionnant le périmètre des 20 km. Juste vous dire une chose, c'est que en communication, l'objet c'est quoi? L'objet c'est le petit spot d'une minute. Ce qu'on demande aux populations, aux riverains bien sûr des sites, aux papas et aux mamans par rapport à leurs enfants, aux publics qui sont dans les villes, dans les rues au moment où ça se passe, c'est juste ça, les 4 réflexes à avoir. Les 2 réflexes positifs, les 2 réflexes négatifs. La cible, est-ce que la consigne est la même en cas de problème nucléaire, puisqu'on en parle? Est-ce que ça veut dire que c'est aussi les 3 sirènes? C'est ça qu'on veut savoir quand on est un simple habitant. Est-ce qu'il va y avoir les 3 sirènes? Et est-ce que je reste chez moi enfermé? Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'on est protégé? Alors, on va demander à notre invité de l'ASN, Olivier Véret. Sur le risque nucléaire, vous aurez des sirènes si l'accident est un accident dit acinétique rapide. C'est-à-dire qu'il peut se produire très rapidement et conduire à des rejets dans un délai assez court. C'est-à-dire de l'ordre d'1 heure ou 2 heures. Et donc là, il y a la sirène? Donc là, il y a une sirène. La même 3 fois? Absolument. Les centrales nucléaires sont équipées de sirènes qui sont audibles à un peu plus de 2 km. La population concernée, là, c'est la population des 2 km. Ce scénario d'accident-là conduit à des rejets rapides, mais en quantité très limitée. Alors bien sûr, derrière, il y aura un déclenchement du plan particulier d'intervention, c'est-à-dire que les pouvoirs publics s'empareront de la gestion de la crise, mais le délai dans lequel peuvent se produire les rejets est tellement rapide que les sirènes vont se déclencher et la population sera invitée dans un premier temps à tout de suite se confiner. Donc c'est le même réflexe. C'est ce qu'on fait dans ces cas-là, ce qu'on appelle un PPI, c'est ça, un plan d'intervention? Plan particulier d'intervention. Vous permettez qu'on regarde à quoi ça ressemble, parce que justement, il y a eu des exercices, il y en a régulièrement. Dans le plan précédent, Hugo Chaplon est allé voir avec Stéphane Yvon comment ça se passe. En 2016, on l'a vécu dans la Drôme. Regardez à quoi ressemble dans ces cas-là le plan d'intervention si ça doit arriver. Centrale nucléaire de Cruas en Ardèche, un incident vient de se produire. La rupture d'un générateur de vapeur dans l'un des réacteurs avec rejet de matière radioactive. Un scénario qui déclenche le PPI, plan particulier d'intervention. Dans un rayon de 5 km autour de la centrale, la zone doit être évacuée au plus vite. Dans cette EHPAD, la cellule de crise organise l'évacuation des pensionnaires. Pour le lieu de convergence de tous les véhicules. Au même moment, dans cette commune qui fait face à la centrale, le maire reçoit en temps réel les informations des préfectures de Drôme et d'Ardèche. Effectivement, la circulation SNCF a été aussi interrompue, pour là aussi sur le bandeau des 5 km. Voilà Ici, l'édile applique à la lettre le plan de secours communal, avec entre autres l'évacuation des écoles. Cet exercice lui permet alors de savoir si ce plan est toujours adapté, même en conditions fictives. Bon, il n'y a qu'un seul élément qui nous manque, et c'est le plus important, c'est que je pense que l'élément panique qui n'est pas pris en jeu, qui est dans cet exercice. Mais déjà, de rassurer nos populations comme quoi on est prêt, et que s'il arrivait quoi que ce soit, c'est soit pris en compte, et qu'on a des exercices pour s'y préparer. Évacuation des personnes à mobilité réduite par les sapeurs-pompiers. Les lieux de rassemblement et d'hébergement sur les différentes communes sont ouverts. Pompiers, gendarmes et police, eux aussi sur le qui-vive. Ordre d'évacuation de la zone dangereuse, mais surtout interdiction de s'en approcher. Une simulation comme celle-ci permet aux différents acteurs d'appréhender au mieux les imprévus. Lorsqu'on met en place des systèmes aussi complexes, qu'on se rend compte que tout est prêt, sauf le petit détail qui va faire qu'on ne pourra pas se parler parce qu'il n'y aura plus assez de batterie dans tel ou tel système. On ne pourra pas s'envoyer des documents parce qu'à cet endroit-là, la 4G ou la 3G ne passera pas, etc., etc. Plus de 300 personnes étaient mobilisées pour cet exercice. Son analyse permettra d'améliorer les dispositifs d'évacuation. Le prochain de cette ampleur aura lieu dans 5 ans. Donc, voilà pour ce type de plan. J'ai envie de me tourner vers vous deux et de vous dire que c'est drôlement bien fait. Quand on regarde ça, on se dit tout est prévu. Est-ce que c'est pas rassurant? Alors, moi, ce que je trouve, c'est qu'effectivement, qu'il y a un plan de prévu pour, en cas d'accident, intervenir et prendre en charge la sécurité des populations, c'est bien. Mais je pense qu'il faudrait aussi qu'on prenne en charge tous les événements qui peuvent arriver, c'est-à-dire agir sur le préventif.
Et aujourd'hui, c'est pas ça, prévoir des plans comme ça, c'est faire de la prévention. Faire de la prévention au niveau des installations. Oui. Il faut prendre toutes les précautions pour pas que l'accident arrive. Voilà. Évidemment, ouais. On va y venir. C'est la chose qu'il faut faire. Ouais. Mais sur ce plan, sur cette façon de réagir, vous en pensez quoi, Monsieur Royanet? Est-ce que les plans sont bien faits? Au niveau nucléaire, par exemple, ça me fait sourire parce que la seule réaction qu'on a sur un périmètre, c'est la distribution, par exemple, de l'iode et puis demander aux gens de rester totalement enfermés. Donc il faut expliquer aux téléspectateurs. C'est-à-dire qu'en principe, les gens, et là je parle sous votre contrôle, les gens qui habitent, c'est la SN qui va nous dire ça, Monsieur Verret, les gens qui habitent autour des centrales nucléaires, puisqu'on en parle, reçoivent des pastilles d'iode, c'est ça, qu'ils ont chez eux. Et s'il se passe quelque chose, s'il y a cette alerte, donc si j'ai bien compris, ils sont censés prendre cette pastille qui va les protéger? Alors on dit des comprimés d'iode, donc ces comprimés d'iode, c'est une décision qui a été prise en 1997, c'est de faire des populations qui habitent autour des centrales nucléaires les acteurs de leur propre protection. Donc l'idée, dans le périmètre du plan particulier d'intervention qu'on a mentionné, c'est deux choses, c'est de distribuer ces comprimés et surtout d'informer les populations. Donc c'est le cas? Absolument, c'est partie de vos prérogatives. Absolument, on y participe. Ouais. L'autorité de sûreté, elle a deux missions fondamentales. La première, c'est de contrôler les installations, surtout quand on parle d'une division territoriale comme la division de Lyon. Ce qu'attend la population, c'est qu'on soit présent sur les installations et qu'on contrôle. La deuxième mission fondamentale de l'autorité de sûreté, encore une fois, quand on parle d'une division comme celle de Lyon, c'est d'autoriser ou pas certaines activités. Voilà. Ça, c'est nos deux missions fondamentales. Alors j'en reviens à mes petites pastilles. Elles ont été distribuées. Oui. Les gens qui habitent, les riverains, on va dire, de ces sites ont ça chez eux, c'est sûr, aujourd'hui, c'est confirmé. Et donc c'est efficace, ça protège. Donc les comprimés d'iode ont été distribués dans le périmètre actuel du plan particulier d'intervention qui était 10 km. Ouais. Et dans le cadre de l'extension de ces plans particuliers de 10 à 20 km, on va procéder à la distribution des comprimés sur ce qui manque, c'est-à-dire de 10 à 20 km. Donc, qu'est-ce que vous reprochez à ces pastilles? Alors, juste peut-être terminer, parce que c'est quand même important. Donc, ces comprimés, on les a à domicile. Les personnes habitant autour des centrales les ont à domicile. Ce qui est important, c'est de savoir les utiliser. Parce que ces comprimés, pas trop tôt, je crois que c'est ça. Il faut les prendre au bon moment. Donc, c'est pour ça que ce qui est dit dans la campagne d'information de nos collègues de la DREL est tout à fait important. Si on décide de confiner les gens, c'est de rester à l'écoute. Parce que ce sont les autorités préfectorales qui vont vous dire à quel moment il faut prendre le comprimé. À l'écoute des radios? Des radios qui ont été mentionnées, c'est-à-dire le service public, France Inter, France Bleu. Donc c'est bien. Pastille d'iode, normalement, on doit la prendre avant le risque d'accident, avant la contamination. Avant la contamination, parce qu'avant l'accident, c'est compliqué. Donc ça veut dire que... savoir qu'il va y avoir un accident. Non, mais ça veut dire qu'il faut savoir qu'il y a un accident et il faut le prendre suffisamment tôt pour se protéger, et pour se protéger que de l'iode 131, parce que pour tout le reste, c'est-à-dire, expliquez-nous. Si vous voulez, au niveau nucléaire, vous n'avez pas qu'un seul risque. Et les pastilles d'iode ne vous protègent que pour une partie de ce risque. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être mieux protégé? J'ai supprimé les centrales nucléaires, ça c'est certain. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, si vous voulez, vous êtes dans une situation où, d'une part, on l'a bien vu dans le document, on n'est pas sur un périmètre automatiquement de 10 ou de 20 km, mais suivant l'influence du Mistral ou du vent du Midi, on va avoir des allongements beaucoup plus importants. Et lorsque vous allez à l'extérieur des zones demander vos pastilles, eh bien, à l'heure actuelle, allez voir un pharmacien qui est censé vous les donner. On ne vous les donne pas, tout le monde est affolé. Je suis allé voir un pharmacien lui demandant à Valence des pastilles. Et à ce moment-là, le pharmacien m'a dit, mais pourquoi il y a un risque, il y a quelque chose qui se passe? Vous êtes tombé sur un pharmacien mal informé? Non, pas mal informé, mais qui n'avait pas à disposition parce que les pastilles sont contenues, sont gardées au niveau de la préfecture et non pas au niveau des pharmaciens. C'est-à-dire que... Il y a un problème dans la distribution des comprimés. On règle ce problème. Non, il n'y a pas de problème. Dernier point, pour avoir cette réactivité au niveau de la pastille d'iode, il faut que EDF donne l'information suffisamment tôt. Et quand on voit que dans certains cas, comme pour les fuites de tritium, on a un procès demain sur Valence sur les fuites de tritium qu'il y a eu il y a quelques années. C'est un peu technique, on explique. Oui, non, mais si vous voulez, quel que soit l'événement, on s'aperçoit, et l'autorité de sûreté nucléaire ne me dira pas le contraire, que quelquefois il y a un léger retard avant l'information de l'autorité. Si sur une erreur de ce type, eh bien, EDF attend quelque temps, eh bien, de toute façon, les pastilles d'iode ne serviront à rien du tout. Je vous donne la parole après, mais juste que vous répondiez. Moi, je suis allé sur le site de l'ASN. Je trouve que c'est assez transparent, honnêtement. Tous les contrôles, toutes les décisions, on les trouve. Hein. Que ce soit le moindre truc qui a un petit peu de travers, je résume vraiment les choses, hein. Mais dès qu'il y a un défaut
Par exemple, j'ai regardé, puisque vous êtes là tous les deux, sur le site d'Orano, je vais me tourner vers vous dans un instant, dès que vous avez un petit process qui ne marche pas bien, alors j'y connais rien dans l'enrichissement de l'uranium, mais il y a un moment où vous avez eu un truc un peu liquide qui doit refroidir et se durcir avant d'être trimballé, et puis ce n'était pas le cas, vous l'avez constaté, vous l'avez reproché, il y a des courriers, il y a des décisions, il y a des injonctions. La question que je me pose, c'est est-ce que vous avez le pouvoir d'obliger votre voisin à vraiment aller au bout de votre décision? La transparence, c'est une valeur fondamentale de l'ASN. Ouais, ça, ok, ça, tout ce qu'on fait est public. Je pense qu'on est d'accord. Voilà. C'est public, on peut vraiment voir tous les contrôles. Est-ce que vous avez vraiment le pouvoir? Absolument. Aujourd'hui, si vous voulez... S'il ne répare pas sa machine, pour faire simple, comment ça se passe? Notre approche, elle est graduée. C'est-à-dire que quand on constate quelque chose qui ne va pas, d'abord, on fait un courrier. Et en général, dans la plupart des du temps, ça suffit. En revanche, effectivement, si on arrive sur un point dur, c'est-à-dire que nous, on considère que quelque chose doit être fait et que l'exploitant n'obéit pas à notre courrier courtois que nous lui avons adressé, on peut passer à des mesures de police et de coercition et de sanction. Ça existe vraiment, ça arrive? Absolument. Regardez, on va pas aller très loin dans le temps, hein. Regardez ce qui a été fait à Tricastin en 2017. La décision du président de l'autorité de sûreté nucléaire de fermer à titre provisoire 4 réacteurs, le temps qu'EDF répare une portion de la digue pour qu'elle tienne au séisme. Alors, ce qui est reproché à EDF à travers la FRAPNA, vous confirmez qu'il y a un problème de délai pour réagir? Alors, je pense qu'il faut raison garder. Il se passe quelque chose de grave. Il y a des rejets ou des fuites de tritium qui peuvent être produites. On a constaté à Cruas dernièrement. Ce sont des choses qui n'ont pas d'impact. On n'est pas content parce que le confinement des substances radioactives liquides, il doit être assuré. Non, mais le confinement des substances radioactives doit être assuré par les exploitants. Il ne s'agit pas d'aller polluer la nappe. Maintenant, les pollutions de nappe qu'on a constatées n'ont aucun impact sanitaire. Là où nous ne sommes pas satisfaits, c'est que EDF devait assurer son confinement. Voilà. Donc là, ça apparaît sur notre site internet. Les choses sont dites, mais il n'y a pas de situation d'urgence. Il ne faut pas galvauder, si vous voulez, une situation qui serait une vraie situation d'urgence. Où là, vous avez la mise en œuvre d'un plan particulier d'intervention, où il faut être à l'écoute des autorités préfectorales, de ce qui relève d'un incident tout à fait mineur d'exploitation. Et il y a une chose sur laquelle moi je tiens vraiment à insister ici sur ce plateau. Il ne faut pas sous-estimer la mesure de protection que constitue l'iode. Je peux comprendre que des personnes nous disent et nous challengent en disant il faudrait faire plus, etc. Mais je crois tout à fait fondamental que pour les personnes qui habitent à proximité d'une centrale nucléaire, savoir où se trouve l'iode stable qui leur a été distribué, se mettre à l'écoute des autorités préfectorales et de prendre ces iodes, ces comprimés, pardon, c'est fondamental, notamment pour les populations les plus jeunes. Du coup, quand j'entends que certains pharmaciens ne connaissent pas le principe... Alors, les pharmaciens, ils ont une obligation de distribuer ces comprimés dans le secteur aujourd'hui 0,10, demain 0,20. Ça veut dire quoi? 10 km, 20 km, voilà, c'est ça? 10 km, 20 km. Si on s'adresse à un pharmacien qui est situé au-delà de ces périmètres, il n'est pas informé de ce qu'il doit faire. Dans une situation d'urgence radiologique majeure, c'est-à-dire où on aurait un panache qui dépasserait les périmètres qu'on vient de citer, eh bien c'est l'État qui distribuerait les comprimés d'iode stables aux populations qui sont concernées. Il ne faut pas, si vous voulez, galvauder ces mesures de protection. Moi, je pense qu'il faut insister. Vous pouvez considérer qu'on n'en fait pas assez, que les pouvoirs publics devraient faire plus. Ça, pourquoi pas? On peut en débattre. Mais les populations qui sont équipées doivent savoir où se trouvent ces comprimés et c'est vraiment fondamental que les populations les plus jeunes les prennent si on leur donne le... Monsieur Nouvelot, j'avais dit que je vous donnerai la parole. Oui, alors, moi sur l'iode, je trouve qu'il y a un petit peu abus en disant que les gens ont tendance à croire que l'iode protège contre la radioactivité. L'iode stable qu'on va absorber va protéger contre... Enfin, on va en tout cas limiter la contamination par l'iode radioactif. Mais ça ne va pas protéger les gens contre les éléments radioactifs qui sont dans l'environnement et qui vont les irradier. Donc c'est une protection partielle, utile, mais qui ne protège pas contre la radioactivité. Je vais vous reposer la même question qu'à votre voisin. Il faudrait faire quoi? Et vous allez me dire la même chose. Il ne faudrait pas de nucléaire. Il n'y a pas de solution entre les deux? Il faudrait prendre les bonnes mesures pour éviter que ce genre d'accident arrive, puisque de toute manière, il y a de fortes chances pour que l'accident soit complètement ingérable. Alors, oui, monsieur, allez-y, monsieur Royanet, rajoutez Moi, quelque chose. je voudrais revenir sur l'exemple de la digue. C'est un bon exemple. Soyez précis, hein, la digue, expliquez ce que c'est. La digue, donc il existe une digue qui protège normalement le long du canal du Rhône. Et cette digue est nécessaire parce que nous sommes dans une zone sismique moyenne, dans la région. Et cette digue, le canal est situé 6 mètres au-dessus de la centrale. Ce qui fait que si cette digue est fragilisée, l'eau arrive sur la centrale et on se retrouve dans la situation un peu de Fukushima. Donc, il avait été demandé... C'est vrai ou c'est faux? C'est absolument vrai. C'est vrai, d'accord. Il avait été... moins quand même. Oui, alors... On n'a rien moins quand même. On pourra citer d'autres exemples dans ces cas-là. Mais
le EDF, avant de constater les défauts sur la digue, il a fallu des mois. Il a fallu des mois. Et il a fallu que l'autorité de sûreté du nucléaire se gendarme et dise si vous ne réparez pas, on arrête. Et c'est ce qui a été fait. On a arrêté la centrale pour justement remettre. Mais ça veut dire que pendant toute une période, eh bien, il a fallu tirer l'oreille d'EDF pour arriver à le faire passer à la réalité. Donc vous dites quoi? Vous dites que l'ASN a besoin de plus de moyens, de force pour imposer les décisions? Ces jours-ci, vous savez qu'il y a eu un exemple de grappe qui a été suspendu sur le réacteur numéro 2. Alors c'était il y a quelques semaines. Oui, mais c'était aussi en 2008, c'était aussi en 2009. Alors justement, sur le site de l'ASN, il est dit, pardon, je me fais porte-parole parce que vous ne réagissez pas, sur le site de l'ASN, il est dit que c'est quelque chose qui est aujourd'hui maîtrisé, qui est connu, et qu'une solution est Je ne critique pas l'ASN, bien au contraire. Mais l'ASN a précisé dans un rapport précis qui a été envoyé au niveau d'EDF, avec toute une série de remarques, en disant « Vous n'avez pas fait le travail de prévention qui aurait évité les événements qui sont passés en 2008. » Je résume pour les téléspectateurs. Je ne suis vraiment pas un expert, là, tout le monde se marre, mais c'est une façon de bouger les barres d'uranium, c'est ça, hein, et qui s'est bloqué, quoi. Voilà, je le fais simple, et ça fait plusieurs fois que ça arrive, et on s'est vraiment inquiété. Il y a eu un week-end il y a quelques semaines où il y avait soi-disant des... Enfin, je ne sais pas, en fait, on ne sait pas ce qui se passe, mais des travaux pour régler ça. Alors, est-ce que c'est réglé? Et est-ce qu'il y a encore, chez EDF, selon vous, un problème avec ça? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas sérieuses à ce niveau-là. Donc, c'est sur un événement qui s'est produit sur la centrale de Tricastin et sur le réacteur 2. Donc c'est un événement qui consiste effectivement, lorsqu'on décharge le combustible pour le renouveler, eh bien vous avez une espèce de pressoir qui fait que les assemblages de combustible ne bougent pas lorsque la centrale fonctionne. Cette espèce de presse, on l'enlève, ça s'appelle les structures internes supérieures. EDF les enlève pour changer le combustible. Il y a des pions de centrage qui vont se fixer dans les assemblages de combustible. Et effectivement, sur le réacteur 2 du Tricastin, en 2008, en 2009 et donc cette année, lorsqu'on a levé ces structures internes, les pions de centrage se sont grippés dans les assemblages de combustible. Et ils ont emporté avec eux un ou deux assemblages de combustible, deux en 2008. Merci d'expliquer. Est-ce que c'est réglé ça? En 2019. Donc, une fois que les gens qui nous regardent se demandent si c'est dangereux. Une fois que cet assemblage de combustible a été effectivement détecté comme coincé sur ces structures, EDF a procédé à une mise en sécurité. Ça a été l'objet de notre inspection. Et EDF dispose d'une méthode qui est éprouvée puisqu'ils l'avaient développée en 2008, ils l'ont utilisée en 2009 et ils l'ont utilisée aussi sur le CNPE de Gravelines, sur la centrale nucléaire de Gravelines. Donc cette méthode, elle est éprouvée. Ils l'ont mise en œuvre une quinzaine de jours après la détection de l'événement. Aujourd'hui, l'assemblage de combustible est décroché. Il a été transféré dans la piscine d'entreposage et il est en train d'être expertisé pour comprendre pourquoi. Moi, je me pose deux questions. Est-ce que, si ça a été déjà utilisé maintes et maintes fois, pourquoi ça se reproduit, cet incident? Alors ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'il y a un problème? Alors en 2008 et 2009, les causes, elles étaient identifiées. C'est-à-dire que vos assemblages, vous les posez au fond de la cuve et normalement, c'est plat. En 2008-2009, ils l'ont posé sur une petite bille d'un roulement qui avait cassé. Ils n'avaient pas vu qu'il y avait une bille. Résultat, il s'est mis de guingois, il s'est mis de travers. Et donc les pions de centrage, au lieu de se mettre parfaitement dans le trou dans lequel ils devaient aller, ils ont grippé. C'est vraiment ce qu'on appelle un incident. C'est tout bête. Alors en 2008-2009, c'était cette cause-là. Là, cette fois-ci, il s'est passé 10 ans où effectivement on n'a rien vu. Là, je peux vous assurer que nous contrôlons l'arrêt qui est actuellement en cours. Et nous avons demandé à EDF de dire on ne recharge pas ce réacteur tant qu'on n'a pas compris pourquoi, pour une troisième fois, alors en 10 ans, mais quand même une troisième fois, on a de nouveau un assemblage. C'est un grippage mécanique. Je ne comprends pas vraiment si c'est vraiment grave, ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très simple. J'habite à côté de cette centrale, je n'ai pas compris le fait de bouger On a développé dans les années 80 une échelle qui s'appelle l'échelle INES. Justement pour vous donner ça. C'est-à-dire que cette échelle, elle compte 7 niveaux, de 1 à 7. 7, c'est Tchernobyl, 7, c'est Fukushima. Et là, ces incidents, la plupart de ceux dont on parle, ils sont classés au niveau 1. Ça a un sens. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rejet. Et ça veut dire que sur une échelle qui compte de 1 à 7, eh ben c'est au niveau 1. Alors, c'est pas du 0, c'est pas du 2. Pardonnez-moi de vous poser cette question, mais je pense que je ne suis pas le seul à me la poser. On se dit, l'autorité de sûreté nucléaire, c'est un organisme d'État officiel? Ça fait partie, ça contrôle au nom de l'État. Est-ce que vous n'êtes pas tenté à un moment donné? Est-ce que vous pensez que, par exemple, qu'EDF est vraiment parfaitement honnête et droit? Ou est-ce que vous avez un avis plus mitigé? Et est-ce qu'on ne peut pas vous reprocher à un moment donné d'avoir un parti pris? Pardon de la question, mais je pense que tout le monde se dit... Elle est légitime, bien sûr. L'autorité de sûreté, elle dépend d'aucun ministère. Elle dépend de 5 commissaires qui sont nommés de manière inamovible et qui n'ont pas le droit de se représenter pour un deuxième mandat. Donc l'indépendance de l'autorité de sûreté, elle résulte dans le fait que nous ne dépendons pas d'un ministère, nous dépendons de 5 personnes inamovibles.
Donc ils prennent leurs décisions, si vous voulez. Alors, Yannet n'a pas l'air d'accord. Hein, je termine le raisonnement, puis après je vous rends la parole. Donc notre indépendance... Je ne dis pas Orano, j'arrive. Hein. Notre indépendance, elle est là. Ouais. Ensuite, la question de la transparence. Très franchement, moi, ça fait 22 ans que je fais du contrôle du nucléaire. Parfois, EDF n'est pas allé tout à fait au bout des raisonnements, mais des mensonges par action, je n'en ai jamais vu. Donc vous me dites EDF. Donc si on prend un jour un exploitant... Ils ne sont pas là pour répondre, mais ils sont honnêtes. Si on prend un exploitant, parlons d'un exploitant, vous avez raison. Si on prend un exploitant à nous mentir par action, là, ça devient grave. Et nous prendrons des mesures de coercition, de sanction, voire de police appropriées. On a eu un cas, peut-être je devance votre question, qui a été vu sur des sous-traitants qui ont fabriqué des composants, c'est les affaires du Creusot. Donc, je peux vous dire qu'aujourd'hui, suite aux fraudes qu'on a pu constater, alors ça a été un long cheminement pour les détecter, la décision de l'ASN a été extrêmement forte. On a réouvert la totalité des dossiers. Je peux vous redire que ça représente plusieurs tonnes de documents. Votre honnêteté. Non, mais il faut voir la réalité des choses. On a monté des Algeco. Le Creusot Forge a monté des Algeco sur le parking pour ouvrir les milliers de pages de la totalité des composants fabriqués. Juste pour conclure là-dessus, et après je viendrai à vous, j'ai une question à Greenpeace qui s'intéresse beaucoup au nucléaire dans la région. Même question, vous trouvez qu'EDF se comporte bien ? Alors, vous trouvez que le système, avec le contrôle de l'ASN, comme il vient d'être expliqué, indépendant... Pour prendre un exemple très précis, il se trouve que Greenpeace a participé, alors pas à la dernière CLI qui avait lieu hier, mais à une des dernières CLI, à la centrale du budget, où ont été présentées les mesures que EDF voulait mettre en œuvre pour mettre à niveau le parc de ces anciens réacteurs, donc ceux du budget. Et dans les mesures qui ont été présentées par EDF, pour nous, très clairement, on s'écarte des consignes qui ont été données au départ par l'autorité de sûreté nucléaire, puisque, M. Verret me corrigera si je dis une bêtise, mais l'idée, c'était de demander à EDF d'essayer de rapprocher l'ensemble des réacteurs du parc existant du niveau de sécurité et de sûreté de l'EPR qui est en construction à Flamanville. Ce réacteur à Flamanville, qui est en construction, il fait l'objet de deux évolutions majeures qui sont d'une part la mise en place d'un récupérateur de corium et d'autre part d'une piscine combustible qui en fait a été placée à l'intérieur de l'enceinte de confinement. Et ce qui nous a été présenté à la dernière CLI au budget, en fait, alors effectivement, il est prévu de mettre en place un récupérateur de corium au niveau des réacteurs. Par contre, au niveau des piscines combustibles, de toute évidence, il n'y a rien de sérieux de prévu pour les protéger. Et en tout cas pour les défendre contre d'éventuelles agressions extérieures. C'est votre dada, hein, les piscines. Actuellement, oui, c'est vraiment ce qui inquiète. Pourquoi ça vous inquiète autant? Quel est le risque avec ces piscines? Donc, ce sont des. On appelle ça des piscines parce qu'il y a de l'eau, hein, je dis pas de bêtises. Il y a de l'eau, mais il y a surtout à l'intérieur l'équivalent. Les piscines peuvent contenir jusqu'à à peu près 2 cœurs de réacteur complets. Et vous les trouvez vulnérables? Elles sont vulnérables pour laquelle raison? Et la SN dit c'est pas vrai. La SN, elle demande à ce que le système de refroidissement soit renforcé. Donc elle ne dit pas complètement que c'est sûr. Elle dit pas. Oui, non, elle dit aujourd'hui, ces piscines, effectivement, elles sont à côté des bâtiments. Je vous coupe, Monsieur Nouveau. Peut-être vous vouliez finir, non? Pour moi, le jour où il y aura une brèche à l'intérieur de la piscine. Une brèche comment? Par un acte de terrorisme, par exemple, vu le contexte géopolitique actuellement. Il faut savoir que quand même, lors de l'attentat de Bruxelles, la cible initiale des personnes qui sont intervenues à l'attentat de l'aéroport, c'était une centrale, alors belge. Pas chez nous, mais ça veut dire que le risque est bien réel. Vous avez essayé, vous, il n'y a pas si longtemps, d'attaquer une centrale avec un drone là, qui ressemblait à Batman? Ce qu'on voulait simplement faire, c'est mettre en évidence le fait que ces piscines étaient très facilement vulnérables. Quand vous avez fait cet essai, ça n'a pas marché? Mais si. Parce que le problème, c'est pas de rentrer dans la centrale, c'est de faire voir que le bâtiment, il est là et qu'il est tout à fait accessible à une personne qui serait de l'extérieur, avec un équipement approprié, type roquette ou je ne sais quoi. Est-ce que quelqu'un dit à EDF, attention, votre centrale, on peut envoyer un drone? C'est votre rôle aussi? Alors, toute la question et le débat qu'on peut avoir avec Greenpeace sur ces questions-là, c'est qu'il faut distinguer la sûreté et la sécurité. Voilà. Monsieur Nouveau le sait parfaitement. Voilà. Nous nous occupons de sûreté. Oui, mais les gens qui nous regardent, je ne suis pas sûr qu'ils fassent. Alors, je vais vous l'expliquer. La sûreté, c'est prévenir un accident qui soit d'une casse ou d'une mauvaise organisation. La sécurité, c'est prévenir un acte de malveillance. C'est la protection physique. Alors, attendez, je vous coupe, mais du coup, je me tourne vers Orano. On n'est plus dans la centrale, on est autour, mais quand même, on l'a dit, vous avez des activités qui sont potentielles au danger, on va dire ça comme ça. Est-ce que vous craignez des attaques terroristes dont on parle, par exemple? Est-ce que votre boulot consiste à faire attention à ce que ça n'arrive pas? Alors, une de nos missions de base est de se préparer à ce qu'on peut considérer comme l'impossible ou l'improbable.
Ces dernières années, les menaces évoluent et on s'adapte à l'évolution de ces menaces. Et vous avez reçu des menaces sur votre site, par exemple ? La menace dans son approche de principe, et notamment sur la partie, je dirais, acte de malveillance, agression extérieure par du personnel malveillant. Il y a 10 ou 15 ans, c'est un sujet qui n'était pas dans notre sphère de réflexion. Et la société évolue, le monde évolue, et on adapte nos dispositifs de protection à ce monde qui évolue. Et effectivement, les compétences qu'on a aujourd'hui à l'entrée de notre site, Orano-Tricastin, vous seriez venu il y a 10 ans, vous n'auriez pas vu de personnel armé à l'entrée du site. Aujourd'hui, vous avez des gens armés, formés, entraînés pour ce faire, pour nous protéger de ce risque d'agression externe. Donc vous protégez, j'essaie de bien comprendre, parce que je ne suis jamais allé me promener là, mais vous êtes autour de la centrale, vous protégez l'autour et la centrale aussi ? Alors, le Tricastin, Orano-Tricastin n'est pas une centrale, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est une usine d'enrichissement de l'uranium naturel, et en fait, on a des installations qui sont des installations avec des procédés chimiques. Relevant des ICPE. Relevant des ICPE, donc d'installations classées pour l'environnement. On a des produits chimiques sur lesquels, effectivement, on a tout un ensemble de dispositions pour en assurer la sécurité. Et se protéger en matière de sécurité de ces risques, vous avez des risques dits naturels, tornades, vent, séisme, chaud, froid, toute une panoplie, auxquels nos installations et nos équipes sont préparées. Et depuis 10 ans, se développe une nouvelle menace à laquelle on s'adapte, qui est l'acte terroriste sur un site tel que celui d'Orano-Tricastin. Est-ce que je peux juste enchaîner sur rebasculer dans le champ des installations classées pour la protection de l'environnement, donc les ICPE, qui sont donc surveillées par une communauté de travail au sein de l'ADREAL, qui est l'inspection des installations classées. Parce qu'on fait un focus sur l'accident. C'est important, c'est très important, la preuve de la campagne quinquennale et les 4 bons réflexes. Mais c'est toute une chaîne qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire le travail amont, avant même qu'un industriel s'implante sur un territoire, est très important. La phase d'instruction avant autorisation est importante. La phase de surveillance en exploitation sans risque d'accident est très importante. Et les inspections qui sont faites sont là aussi pour vérifier que l'industriel, le chef d'entreprise, qui est une personne responsable et qui, bien évidemment, est là pour le plus longtemps possible. Donc, il n'y a pas aucun intérêt à ce que son activité dégénère en accident, etc. Donc, que l'exploitation se passe normalement, que éventuellement les cessions d'entreprise se passent aussi correctement jusqu'à la cessation d'activité. Donc, c'est une chaîne complète. Donc, à chaque fois, si vous voulez, le temps consacré, pour vous donner une ordre de grandeur, donc 140 inspecteurs en Auvergne-Rhône-Alpes, le temps consacré à la gestion post-accident, parce qu'on est appelé par les chefs d'établissement à risque, lorsqu'il y a un accident, un incident, un événement anormal, on est appelé, on a un échange avec eux, on va sur place quand c'est très important, en faisant attention qu'on puisse aller sur place, parce qu'il y a des cas d'incendie lourds où il est hors de question, bien sûr, que mes inspecteurs aillent sur place pour des problématiques simplement de leur propre sécurité, mais on va sur place, ça représente, je dirais, à peine 5% de nos effectifs. C'est-à-dire que les interventions sur des accidents, sur des sites à risque, industriels à risque aujourd'hui en France, le temps consacré étant, allez, soyons larges, représente moins de 10% de notre activité. Vous voulez dire quoi? Que vous en êtes plutôt serein? Non, on n'est jamais serein quand on fait ces métiers-là. Ouais. Je veux juste dire qu'il faut toujours raison garder, non pas pour endormir, il faut raison garder pour tout remettre en perspective. L'activité humaine a depuis tout temps généré du risque. Alors, par exemple, à Orano, vous avez les choses en main, j'ai envie de dire, depuis votre installation, parce que ça date quand même d'il y a un moment. Et est-ce que vous êtes sûr de la sécurité de votre site? Ou est-ce qu'il vous arrive d'en douter? Est-ce que nous, on a des raisons de s'inquiéter, par exemple, de ce que vous faites? Alors, Monsieur Nouvelot évoquait tout à l'heure le fait Qu'est-ce que je risque en étant proche de votre site Orano? Une des clés, dans la réponse, il y a plusieurs clés, mais une des clés, c'est la thématique de la prévention. Prévenir l'incident. Pour répondre à cet objectif, il y a plusieurs dimensions. Première dimension, c'est disposer d'installations. Là, vraiment, c'est une langue très technique. Je dirais les plus modernes, les plus sécures qu'on puisse imaginer. Quelques chiffres, depuis 10 ans, sur le site Orano-Tricastin, on a investi 5 milliards d'euros. Ça coûte très cher, la sécurité. La sécurité et la sûreté sont notre priorité absolue. Tout à l'heure, je vous évoquais 2500 personnes qui travaillent sur le site. C'est quand même une entreprise qui fait des bénéfices. Nous faisons des bénéfices. Parce qu'à un moment donné, la sécurité ne coûte pas trop cher. Est-ce qu'on n'est pas tenté de faire des choix? Les deux sont compatibles. Non, la sécurité et la sûreté sont notre priorité absolue. Enfin, on n'imagine pas, au-delà d'un aspect éthique, que notre activité serait durable si elle n'était pas sûre. Donc pour les 2500 personnes qui exploitent notre usine, c'est avant tout la sécurité. Avant de parler de production, de rentabilité, c'est d'abord la sécurité. Sur ces 2500 personnes, on a 500 personnes dont la mission essentielle, unique, est d'assurer le contrôle et la surveillance du bon fonctionnement des installations. 500 personnes sur les 2500 salariés pour la sécurité. Tout à fait.
radioprotectionnistes. Les gens armés que vous avez à l'entrée du site contribuent à la sécurité. Nous avons une caserne de pompiers dont les moyens, pour donner quelques ordres de grandeur, correspondent aux moyens qu'il faudra en termes d'intervention pompier sur une ville de 100 000 habitants. On a investi 100 millions d'euros ces dernières années pour moderniser complètement nos moyens d'intervention. La menace évolue, je regarde le risque évolue, on s'adapte. Très rassuré, tout est prévu, les moyens. Nous, on est toujours inquiets. Mais pourquoi vous êtes inquiets? Non, mais il faut être sérieux. Juste pour le risque terroriste toujours? Ah oui, absolument, oui. Aujourd'hui, les piscines ne sont pas protégées. Oui, c'est vraiment... Mais il n'y a pas que le risque. Par exemple, tout à l'heure, l'ASN nous disait c'est carré, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de malversation. Je regrette, c'est faux. Et vous le savez pertinemment, les codes barrés de l'usine du Creusot, ce sont des falsifications et des irrégularités. Il y en a plus de 1000. Alors, non, mais c'est important. Parce que, justement, c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui a constaté les modifications de documents pour vendre des pièces qui ne répondent pas aux normes légales. Creusot Forge, c'est Framatome, hein, si je ne m'abuse. Hein. Donc, c'est quand même un gros du nucléaire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait toute une série de pièces qui ne sont pas conformes. Et entre autres, l'ASN a arrêté à un moment la cuve et le couvercle de Flamanville du futur EPR parce que justement, ils n'étaient pas conformes. Est-ce que je dois comprendre que... Alors, monsieur, mais attendez, je finis juste. Est-ce que ça veut dire que les entreprises... c'est la question que je posais à l'instant à monsieur Pluche. Est-ce que les entreprises peuvent être tentées de faire des choses un peu de travers parce que ça coûte cher et qu'il y a une histoire de rentabilité à un moment donné? Encore une fois, on parle... C'est ce que vous dites. Hein, j'ai évoqué tout à l'heure le dossier des irrégularités du Creusot. Lorsque nous constatons des cas de fraude qui sont avérés, c'est extrêmement grave. Donc l'autorité de sûreté, elle vient récemment, c'est un sujet à la suite de ces révélations sur le Creusot, c'est un sujet sur lequel nous investissons énormément. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité de lancer une alerte, si vous êtes un travailleur du nucléaire et que vous constatez des cas de fraude, sur notre site internet. Ça générera une vérification de notre côté. Ça marche. Si moi je vais sur votre site, bien sûr. Donc vous le faites, j'imagine. Sur Royanet, vous faites ça? Est-ce que vous appelez l'ASN quand vous constatez? Est-ce que vous dites? Nous, on est en conseil local d'information au niveau départemental et au niveau des conseils locaux d'information. Les associations interrogent. Et je pense qu'on aide l'autorité nucléaire quand on fait ça. Parce que l'autorité nucléaire, elle subit quand même les pressions de l'État, parce que la raison économique, d'ailleurs en général, pour tous les risques Céveso, souvent on nous oppose la raison économique en nous disant mais vous vous rendez compte ce que vous faites là, il y a toute l'économie derrière, c'est ce que disait l'électricité, et on a entendu mais si demain on arrête le nucléaire, on sera obligé de se chauffer à la bougie et tout ça. Mais il ne faut pas oublier que sous la réponse économique, on met de la sous-traitance. On met de la sous-traitance avec le moins 10 ans, c'est ce que disait la personne dans le film, le sous-traitant, le moins 10 ans, avec des risques, une baisse de la qualité. Quand vous pensez que, par exemple, sur le grand carénage, le projet du grand carénage, au niveau national, EDF a envisagé son projet à 50 milliards d'euros. La Cour des comptes a vérifié le calcul. Eux, ils disent, mais il faut au moins 100 milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de penser à minima la prévention la logique que vous défendez, futur. Que l'économie prend le dessus parfois. Mais et ça veut dire aussi une chose, c'est que les pièces falsifiées, à l'heure actuelle, nos réacteurs au niveau du Tricastin, rien que le réacteur numéro 1, eh bien, il a 62 pièces à l'intérieur qui sont falsifiées. Et toutes ne pourront pas être changées. La cuve a plus de 11 ou 17 fissures. Non. Alors, la liste des pièces falsifiées, alors effectivement, il faudrait peut-être faire un bref rappel historique. La mère de toutes les batailles, c'est l'EPR. D'accord. Ouais. Donc on a vu qu'il y avait eu des falsifications à l'usine du Creusot. On a réouvert tous les dossiers et on traite tous les cas. Donc chaque fois qu'on trouve quelque chose qui n'était pas conforme, soit un code de fabrication, soit à la réglementation, soit à l'assurance qualité du fabricant, eh bien on réexamine ce défaut, cette falsification, et on se demande si ça affecte la sûreté ou pas du réacteur. On a réouvert tous les dossiers, et pour l'instant, effectivement, dossier par dossier, on n'a pas trouvé de cas qui remettaient en cause la sûreté des installations et des réacteurs sur lesquels ils sont montés. Combien vous êtes, en Auvergne-Rhône-Alpes du côté de l'ASN? Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 30 inspecteurs. Est-ce que c'est suffisant? Alors, on a dit qu'il y avait combien? 122 sites?
Non, mais il y a 122 sites d'installations classées pour la protection de l'environnement. Voilà, c'est pas mal. Et puis tout ce que vous avez dit. Et vous êtes 30 pour contrôler ça suffit? Non, ma question est simple. Est-ce que les moyens sont suffisants? Si, ça suffit. Alors, l'Adréal dit non. Non, mais attendez. On est d'accord qu'on a deux choses différentes. Les inspecteurs qui surveillent les installations classées pour la protection de l'environnement, les 122 sites majeurs. Donc, ce sont 122 sites majeurs, je dirais, dans lesquels on ne regarde pas le risque nucléaire dans toute la chaîne dont je viens de parler. Ils surveillent le nucléaire. Voilà. C'est vrai que j'ai fait un amalgame. Mais est-ce que, je vous la fais simple, est-ce que les sites industriels majeurs sont suffisamment surveillés en Auvergne-Rhône-Alpes? Moi, j'aurais tendance à dire d'abord, le premier surveillant du site industriel majeur, c'est l'exploitant, c'est le chef d'établissement. C'est sa première responsabilité, il le sait. J'allais dire, un inspecteur qui arrive d'un site, il demande, est-ce que vous êtes conscient que c'est vous le responsable? Et la réponse est toujours oui. Quand c'est non, on sait deux chiffres. Oui, la réponse est toujours oui, c'est ça le problème. Chaque année, nos équipes, donc en propre, parmi les 500 personnes que j'ai citées tout à l'heure, on fait une centaine de contrôles très formels. Mais au-delà de ça, l'autorité de sûreté nucléaire, nos autorités opèrent 50 inspections par an. C'est-à-dire chaque semaine, une fois par semaine, ils viennent dans l'installation de manière programmée ou inopinée, jour ou nuit, pour aller inspecter un sujet ou l'installation. Donc la prégnance de l'autorité dans nos activités, elle est fondamentale et nécessaire. Convaincu, monsieur Nouvelot de Greenpeace, pour terminer? Non. Vraiment pas. Convaincu. Tout ce que là a été exposé, la prévention... Je pense que le rôle de l'ASN est essentiel. D'ailleurs, que l'on sorte du nucléaire ou pas, qu'on n'en sorte pas, de toute manière, l'ASN aura encore des années, voire des décennies de travail pour surveiller ce qui est en cours. Par contre, moi, ce qui semble à Greenpeace, c'est que par moment, l'ASN est soumis à une pression telle qu'elle a tendance à lâcher un petit peu. Moi, je pense entre autres à la cuve de l'EPR, où effectivement, on a changé la règle du jeu. Au départ, bon, il y a... Alors, on va pouvoir détailler cet exemple, on arrive à la fin de l'émission. En gros, vous estimez que l'ASN a besoin de plus de moyens pour que cette sécurité soit très certainement, oui. Je pense que l'ASN n'a pas tous les moyens pour faire son travail comme elle aimerait le faire. Après, bon, c'est à M. Verret de s'exprimer. Mais... 30 secondes pour finir. Avec, bien sûr qu'il y a des pressions très fortes de l'opérateur, il y a des pressions très fortes d'une politique en France qui a été toujours du pro-nucléaire à 100%. Et tant qu'on n'aura pas changé cette situation, et tant qu'on n'informera pas mieux la population, nous ne sommes pas des techniciens, mais ce que nous voulons, c'est que les gens sachent le plus vite possible et le mieux possible la réalité de la situation. Lesbonsreflexes.com, donc si vous voulez plus d'infos, il y a un site internet qui existe, il a le mérite d'exister, il est assez précis. Merci de nous avoir suivis, c'est déjà la fin de cette émission, c'est rapide. Merci de votre fidélité, on se retrouve bientôt pour un autre grand débat du doc. Bonne fin de nuit sur France 3.